Parole d'auteur. Parole d'auteur, Philippe Gilbert. Mais qui sont les Catalans ? Quelle est donc leur âme, leur mentalité ? Comment comprendre la Catalogne elle-même ? Une seule solution. Il faut entrer dans le tourbillon de son histoire et avoir le goût de la vérité historique, celle de la Première Guerre mondiale et celle de la guerre civile à travers ces figures totémiques. Et dès lors, découvrir qu'un catalan, c'est viscéral, à la fois trop ardent et très insuffisant. Mais la démarche n'aboutira qu'en ressentant les vibrations catalanes qui cadencent la Sardane, véritable âme sonore de la Catalogne. Voilà ce que nous propose en historienne avertie Martine Biard dans ses variations catalanes, paru en 2022 chez des livres, qui relève avec brio le défi de nous faire mieux comprendre la Catalogne, la catalanéité et le catalisme. Bonjour Martine Biard. Bonjour Philippe Gilbert, bonjour nos chers auditeurs de Radio Présence à Toulouse. C'est un plaisir de vous accueillir à nouveau sur Radio Présence. Merci. Je rappelle que vous nous avez déjà rendu une visite relativement récemment. Vous étiez venu nous parler des sourires de l'intime. C'est ça. Voilà. Donc, Martine, la première question que j'ai envie de vous poser, qui n'est peut-être pas vraiment une question à laquelle vous allez pouvoir répondre d'un seul coup, c'est effectivement, est-ce que être catalan, c'est vraiment viscéral ? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que la langue même de la Catalogne est une langue maternelle. C'est-à-dire que on apprend le catalan, les intonations du catalan, l'accent qui va permettre justement de s'exprimer en catalan dès le berceau avec sa maman. C'est pour ça que je ne sais pas parler catalan, parce que moi j'ai une maman occitane. Mais par contre, dans ma famille paternelle, on continuait de parler en catalan. Et donc, dans les échanges familiaux, j'ai appris à écouter et finalement à comprendre les Catalans quand ils parlaient entre eux. Donc, je comprends très bien le catalan. Ça m'amuse souvent parce que j'habite pas loin de Montpellier, à Lunel, entre donc Nîmes et Montpellier. Et des fois, j'entends justement des communautés gitanes parler catalan. Et elles s'interpellent en pensant qu'on ne va pas les comprendre. Et selon où je me trouve, eh bien, j'arrive très bien à suivre les conversations. Donc, bon, c'est amusant, quoi. Mais après, évidemment, dès que j'arrive à Perpignan, où il m'arrive de séjourner, et d'où je viens, là, aujourd'hui, là, ça y est, là, on est en plein cœur de la Catalogne. Et puis après, évidemment, quand on passe les Pyrénées, c'est aussi un bain dans cette langue, quoi. Voilà. Alors, on va revenir en détail sur cet aspect-là de... J'ai bien aimé cette expression viscérale, on va y revenir. Auparavant, je voudrais peut-être repréciser d'une manière rapide votre biographie pour nos auditeurs, parce que le livre que vous venez nous présenter est un livre multiple qui a beaucoup de facettes, en correspondance avec votre formation de professeur de lettres, d'histoire, et qui est en correspondance aussi avec, comme vous venez de le préciser, votre positionnement entre deux mondes culturels, l'occitan et le catalan. Et pour préciser à nos auditeurs, vous êtes donc, on pourrait vous qualifier d'historienne, de conférencière, d'écrivaine, de poète, c'est-à-dire que vous avez vraiment une palette très large dans l'écriture, ce qui vous permet d'écrire des livres, on l'a déjà vu avec vous pour Sourire de l'intime, qui sont des livres à plusieurs facettes et où vous n'hésitez pas à mêler à l'histoire de la poésie par laquelle finalement on ne s'attendait pas forcément que certains sujets soient traités. Oui, parce que pour moi, l'aboutissement de tout, ça reste quand même la poésie, étant donné que c'est le plus grand raffinement et peut-être aussi la plus grande délicatesse de la civilisation. Donc, à partir de là, effectivement, tout converge vers la poésie, en passant peut-être par la philosophie d'ailleurs aussi. Voilà. Alors, directement revenons à ce livre.
Vous nous avez expliqué un petit peu le contexte. Est-ce que vous pourriez nous donner une explication sur le titre lui-même, Variation catalane? Justement, quand en 2017, il y a eu un certain nombre d'événements en Catalogne espagnole, beaucoup de personnes sont venues vers moi, traversées par un certain nombre de discours, qui étaient des discours journalistiques, un certain nombre de vibrations qui venaient quand même des mouvements de grève ou de manifestation de l'autre côté des Pyrénées, et un ressenti qui était quelquefois assez paradoxal, c'est-à-dire à la fois de la sympathie, de l'intérêt pour ces Catalans qui semblaient si agités, et en même temps, ici, on est dans un contexte quand même à Paris très jacobin, une France centralisée encore, malgré les régions. Le fait qu'on ne comprenait pas très bien cet élan régionaliste et qu'on avait l'impression qu'il y avait un peu un divorce avec l'Espagne. Et donc, tout ça, on m'a dit, mais alors, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu peux nous expliquer ? Est-ce qu'ils sont fous, ces Catalans, ou quoi ? Enfin, voilà, vous précisez même qu'est-ce qui leur prend ? Qu'est-ce qui leur prend ? Voilà. Et donc, j'ai essayé d'intégrer petit à petit justement toutes ces formulations, toutes ces attentes, toute cette excitation qui était dans l'air. Et tout ça fait que justement, la réponse ne pouvait passer que par des variations, un peu comme en musique. Ça ne pouvait pas être une symphonie, en tout cas pas d'emblée, quoi. Et donc, voilà, c'est ça, variation catalane, c'est un peu comme les variations Goldberg. Ah, d'accord. Alors, ces variations, elles sont fondées finalement sur, je dirais, trois piliers, si on peut dire. C'est l'histoire en général, mais surtout l'histoire de la Première Guerre mondiale, l'histoire de la guerre civile, et à la surprise du lecteur et certainement de l'auditeur, vous y ajoutez toute une partie du livre qui est consacrée à la Sardane et qui vient... Et aux traditions, quand même, comme la Sant Jordi, par exemple. Voilà, et qui vient renforcer l'explication pour essayer de mieux comprendre ces Catalans qui nous ont surpris en 2017. Mais vous dites aussi que le fait de demander son indépendance, c'est pas quelque chose de nouveau, puisque ça s'était déjà passé en 1934. Tout à fait. Alors en 1934, donc, il y a vraiment le souci d'obtenir une indépendance. Et même si la Catalogne est ouvertement très républicaine, il y a cette envie finalement à la fois d'une indépendance de la région, mais aussi même qui peut aller jusqu'à l'autonomie carrément. Et comme si on était dans un pays catalan à l'intérieur d'un pays, un peu comme la Bavière à l'intérieur, si vous voulez, de l'Allemagne. Donc, il y a quand même une spécificité et aussi un parti pris politique. Et est-ce que ça correspond à ce que ressentent tous les Catalans au fond d'eux-mêmes ? Parce qu'on pourrait se dire aussi peut-être que ces revendications en termes d'autonomie, on dit souvent la Catalogne est très riche, donc elle pourrait se permettre d'accéder à l'indépendance. C'était un peu le discours qui était tenu jusque 2017. Et vu de France, maintenant, on a l'impression, qui est peut-être inexact, que finalement ce mouvement vers l'autonomie, l'indépendance est quelque chose qui a été vraiment ralenti. Alors est-ce que c'est ralenti ? Est-ce que c'est en sourdine ou ça en est ? Je ne pense pas que ce soit en sourdine, parce que beaucoup de Catalans ont encore le rêve de ce qui était une réalité au Moyen-Âge. C'est-à-dire pour eux, c'est vraiment un ensemble, une communauté qui est justement centrée sur la langue et les traditions et qui englobe le Languedoc, enfin
la partie Languedoc-Roussillon, parce que ça va peut-être même jusqu'à Montpellier, hein, et puis jusqu'à Valence, et puis les Baléares, et puis la principauté d'Andorre. Et donc, effectivement, il y a une ère là, linguistique et un ancrage traditionnel qui fait que tous ces gens se reconnaissent entre eux et qu'ils partagent le même rêve, en fait. Alors, le problème, évidemment, c'est de faire que ce rêve devienne réalité. Et on voit qu'entre-temps, l'histoire a quand même bétonné un certain nombre de frontières et d'impossibilités. Et que ça reste peut-être une utopie. Une utopie. Alors, pour un petit point de détail, pendant longtemps, on savait que les Catalans, côté français, étaient très, très intéressés par une sorte de réunification, si on peut dire. Et là aussi, de ce côté-là, on semble que, on n'en entend plus beaucoup parler, on semble aussi que c'est peut-être en sourdine ou même que ça n'existe plus du tout, ce sentiment. Alors, si ça n'existe plus, c'est peut-être grâce à l'Occitanie, qui a permis d'harmoniser finalement autour de la notion, là aussi, de langue occitane et de langue catalane qui émerge en l'an 1000 et qui comment dire, ces deux langues vont se stabiliser en même temps autour de l'an 1000. L'idée que finalement ce sont des populations parentes. Et donc côté français, l'Occitanie a permis peut-être justement d'établir un modus vivendi qui, moi, je dirais, m'harmonise particulièrement, puisque j'ai un papa catalan et une maman occitane, donc je me sens porteuse du drapeau de l'Occitanie, et m'apaise. En revanche, de l'autre côté des Pyrénées, c'est autre chose, parce que de l'autre côté des Pyrénées, il y a quand même eu, pendant toutes les années du franquisme, l'interdiction de parler la langue catalane, l'interdiction aussi de danser la sardane. Et tout ça, si ça se faisait en cachette et dans un milieu très familial ou alors très privé avec des personnes de grande confiance. Et de ce point de vue-là, l'Église catalane a joué un grand rôle parce qu'elle a permis l'expression justement de cette communauté, la préservation de cette communauté, toujours pareil, un peu comme avec Monseigneur Saliège au moment des rafles des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. L'idée du clergé catalan, c'est de respecter la personne dans ses aspirations et dans ce qui fait qu'elle est cohérente par rapport à une histoire qui est celle spécifique de la Catalogne. Voilà. Alors voilà le cadre général fixé. Dans votre livre, on trouve des expressions intéressantes pour qualifier le catalan. Notamment, le catalan est un homme intense, tout en paradoxe, parfois téméraire ou en subtilité, quelquefois espiègle. Et juste après le mot espiègle, on voit apparaître le nom de Puig de Monte. C'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil parce que je pense que cet homme incarne complètement justement cette typologie. À la fois téméraire et en même temps c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup d'humour, heureusement, parce que ça lui a permis dans les moments les plus graves de la crise d'avoir un peu de distanciation et puis de garder quand même le cap. Et puis on ne peut pas remettre en question le fait que c'est vrai que c'est quelqu'un d'assez passionné, donc forcément qui vit les choses d'une façon très intense. Alors, dans la définition de la mentalité catalane, vous avez exposé à la fin de votre livre que la mentalité catalane a, a 4 points cardinaux qui la caractérisent et qui sont mis en mouvement par la sardane. Est-ce que vous pourriez nous parler de ces 4 points cardinaux ? Alors, ces 4 points cardinaux, je pense que ça a à voir avec
plusieurs entrées en fait. Voilà, C'est-à-dire, on a le seu, c'est-à-dire l'aptitude à faire face aux situations concrètes. Ça, je pense que ne serait-ce que le commerce catalan qui se met en place au Moyen-Âge, qui fait des ports de Valence et de Barcelone en particulier, des ports très actifs sur le plan du commerce en Méditerranée, en concurrence souvent d'ailleurs avec les ports italiens de Gênes par exemple. C'est quelque chose, ça, c'est cet esprit commerçant, cette dynamique, cette capacité à comprendre le monde et à voir quelles en sont les attentes, qui fait partie de ce qu'on appelle le seu, c'est-à-dire l'aptitude à faire face aux situations concrètes et qui font qu'il y a toute une diaspora catalane encore dans le monde. Voilà, donc ça c'est le point 1. Le point 2 ? Alors le point 2, c'est l'invalidament, qui équivaut au ravissement en présence de ce qui ne peut être appréhendé, une puissance saine d'enthousiasme. Alors là, ça renvoie, à mon avis, à la mystique catalane. Il y a vraiment, d'ailleurs, dans le patrimoine catalan, tout un tas de chapelles, d'abbayes, d'églises qui en témoignent. Et quand on va à Montserrat, par exemple, on est dans une espèce d'enchantement. En plus, j'étais encore, je vous dis ce matin, à Perpignan, j'avais vu sur le Palais des Rois de Majorque. Le Palais des Rois de Majorque, c'est quelque chose en apparence de très hiératique, de très sobre. Et en même temps, on sait qu'à l'intérieur, il y a un émerveillement continu, c'est-à-dire que la richesse est intérieure. Une fois qu'on a passé le seuil de la forteresse, on est dans un enchantement. Il y a cette féerie catalane, mais qui se gagne, qui se mérite. Voilà. Et qui tient de la mystique catalane comme quelque part. Je pense. D'accord. Et c'est ce qui a fait aussi que le clergé catalan s'est toujours rangé, en tout cas dans les moments de crise, près du peuple. Parce que il y avait ces fondamentaux. Quoi. Alors, le point 3. Le point 3, c'est la revendata. Alors ça, c'est la défiance ironique ou critique. Et effectivement, chez le catalan, il y a, en même temps qu'une grande compréhension du monde et de l'actualité à laquelle je faisais référence tout à l'heure, ne serait-ce que par l'esprit commerçant, et l'ouverture au monde, le fait que ce n'est pas non plus une attitude naïve. Il y a l'idée, et c'est peut-être d'ailleurs symbolisé par toutes ces forteresses qu'on trouve en pays catalan, je pense à Montlouis, je pense à Collioure, l'idée que, ou les châteaux en Espagne, en Espagne catalane, l'idée que de toute façon, on n'est pas dans un monde forcément facile ou innocent ou bienveillant. Donc, d'emblée, la première chose, c'est de se protéger. Et comment se protéger des autres si ce n'est par une certaine défiance et ce côté peut-être aussi ironique qui déstabilise l'autre et qui est une première défense. Après, ça ne veut pas dire que ça ne va pas passer à la drôlerie ou à quelque chose de plus comique. Mais ça peut être aussi sarcastique après. Et c'est ce qui fait aussi communauté. Alors Martine, nous verrons le point 4 juste après la pause que nous lançons maintenant.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert. Nous sommes en compagnie de Martine Biard pour son ouvrage Les variations catalanes, paru en 2022, je le rappelle, chez Edilivre. Que venons-nous d'entendre, Martine ? Alors, on vient d'entendre le cant des ocells. Ça me parle parce que dans ma famille paternelle, ils étaient surnommés les ocells, c'est-à-dire les oiseaux. Pourquoi ? Parce que justement, c'était des hommes assez entreprenants qui sont allés parfois loin dans le monde, en Europe, en France aussi, bien sûr, et puis, mais aussi en Amérique du Sud. Et donc, parce que pendant longtemps aussi, l'Espagne avait des colonies en Amérique du Sud, ne serait-ce que Cuba, par exemple, mais aussi qu'on trouve tout un tas de communautés catalanes un peu partout. Et donc, je pense à Manuel Puig, par exemple, en Argentine, qui est un écrivain quand même intéressant. J'ai pas dit que je m'appelais Puig, mais c'est important de le savoir. Alors, si on est en Roussillon, c'est-à-dire à Perpignan et puis dans toute la région, là, on m'appelle Puig là-bas, parce que le G se prononce che. Et puis, dès on a passé la frontière à Figueras, ça y est, je deviens madame ou mademoiselle Puig. Voilà. Donc, Puigdemont, ça me dit quelque chose, parce que c'est une redondance, Puigdemont. Ça veut dire le pic, le sommet, le podium de la montagne, en fait. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est important. Biard, c'est mon nom d'épouse, mais en fait, je dirais viscéralement, je suis quand même une Puig. Voilà. Vous nous avez convaincus, ne serait-ce que par la prononciation. Alors, si vous le voulez bien, on revient au dernier des points cardinaux que nous avions évoqués, et qui est la notion du totores. Oui. La recherche de l'absolu, mais aussi l'absence de compromis. Ce que me reproche quelquefois mon fils quand il me dit « avec toi, maman, c'est tout ou rien ». Et c'est vrai qu'il y a cet engagement total. Donc, effectivement, le catalan, c'est quelqu'un où il bouge plus, où il fait rien, où il reste dans l'immobilisme, mais c'est un positionnement qui est raisonné. Ou alors, il s'engage, je dirais, comme dans le Cid, quoi, c'est-à-dire jusqu'au bout. Il est encore sur son cheval, même mort, quoi. Ouais. Alors, nous avons là une bonne image de l'âme catalane, de la mentalité. On aurait pu aussi s'attarder un petit peu sur le dénominateur commun de toutes ces régions, qui est finalement l'ensoleillement dont vous parlez. Même si, et on l'a entendu là dans la première pause musicale, on est loin du flamenco quand même. C'est-à-dire que quelque part, on est plus près quelquefois de l'âme slave que de quelque chose de particulièrement dansant ou très extraverti. C'est quand même une province qui reste, même pour les Espagnols en général, une province du Nord. Voilà. Donc on a effectivement la Méditerranée, on a l'ensoleillement, mais on a aussi cette réputation d'être quand même les gens du Nord, c'est-à-dire ceux qui vont faire passer peut-être une certaine élégance avant l'expression débridée des sens, quoi. Mais de toute façon, nous sommes toujours quelque part... Le nord de quelque chose. Le nord de quelque chose, effectivement. Alors, dans votre livre, là, donc, vous nous faites sentir et ressentir cette âme catalane. Et une fois que vous avez installé le lecteur, justement, dans cette ambiance catalane, vous allez utiliser deux prismes
qui sont les prismes de l'histoire de la Première Guerre mondiale et le prisme de la guerre civile. Alors, sur la Première Guerre mondiale, on découvre que vous êtes... qu'il y a, comment dire, j'allais dire, pas un héros national, un héros catalan. Alors, vous le présentez côté français, naturellement, et ce héros, personnellement, je ne savais pas l'importance qu'il avait en Catalogne. Alors, pour moi, ça ne fait pas de doute, parce que comme ma famille est de Sals, le château, ça a été rajouté beaucoup plus tard, hein, mais Sals d'abord, et pendant longtemps d'ailleurs ça s'écrivait avec un C, parce qu'en fait Sals ça renvoie au volcan sous-marin. Donc l'eau salée qui arrive dans les étangs, mais qui est au départ la résultante de résurgences sous-marines. Et d'ailleurs, il y a tout un tas d'endroits à Sals où il vaut mieux pas trop se promener parce que justement, on est aspiré par des courants profonds et on peut disparaître. Donc même dans les temps, il faut faire assez attention quand même, être un bon connaisseur, un bon familier des lieux. Mon oncle qui a été résistant savait où il fallait passer, et c'est pour ça aussi que ça permettait après à certains trains d'être interceptés et d'être de ne pas arriver à destination, et en particulier des trains pleins de cuivre qui arrivaient d'Espagne et qui étaient destinés à l'armement allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc là, il y a eu un gros travail de fait à partir des étangs où les résistants partaient se cacher. Et la nuit, évidemment, ils plaçaient des explosifs sur les voies, tout simplement. Mais il fallait faire attention là aussi de bien savoir pour quel train, parce qu'il ne s'agissait pas de faire des victimes humaines. D'autant que le camp de Rivesaltes était juste à côté et que les victimes humaines auraient pu être des déportés, justement. Alors, pourquoi je dis ça ? C'est parce que, si vous voulez, du coup, Sals, c'est juste à côté de Rivesaltes. Et le grand héros de Rivesaltes, c'est évidemment un garçon qui est là, qui est né dans une famille où il est là dans un ancrage depuis au moins 8 générations. Et c'est Joseph Joffre. Voilà, le grand héros de la Première Guerre mondiale. Voilà. Et alors donc ce héros, vous décrivez sa carrière impressionnante, et vous décrivez son caractère et sa vision des choses. Vous pourriez nous donner quelques précisions ? Alors, Joseph Joffre, c'est d'abord, je crois, quelqu'un qui, justement, incarne les valeurs très concrètes, parce qu'il est d'une famille de vignerons et de tonneliers aussi. Donc c'est quelqu'un qui a un rapport à la terre, qui est d'ailleurs par sa corpulence même un monolithe. Ensuite, c'est quelqu'un qui en même temps a une ouverture d'esprit que j'ai déjà un petit peu abordée dans la première partie de l'interview, qui fait que au moment de la Première Guerre mondiale, ce sera un des seuls officiers haut gradé à avoir visité le monde entier. Et c'est pour ça qu'on va lui donner, évidemment, la conduite des armées, parce que c'est le seul à comprendre qu'est-ce que c'est une Première Guerre mondiale. Voilà. Et au cours de ses voyages, d'ailleurs, on peut le qualifier de bâtisseur. Oui, parce qu'il était dans le génie, donc on était, dans sa jeunesse en tout cas, en pleine période coloniale. Alors ça aussi, ça a été un peu gommé des manuels, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas bon de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Mais en même temps, la présence française en Indochine, par exemple, n'allait pas de soi. Il a fallu quand même livrer bataille d'abord, et puis avec beaucoup de stratégie, et ensuite construire l'Empire français là-bas, dans le sud-est asiatique. Donc, toute cette histoire-là, aujourd'hui, on la méconnaît. C'est peut-être dommage, parce que ça permettrait
de mieux se comprendre les uns les autres. Alors c'est certain, et par rapport à Joffre, effectivement, l'image que l'on en a, c'est un chef de guerre. Et un vieux monsieur, comme pour Clémenceau d'ailleurs, parce que en fait, au moment de la Première Guerre mondiale, ce sont déjà des hommes d'expérience. C'est d'ailleurs sur cette expérience-là qu'on va fonder notre confiance. Mais ils ont quand même une existence exceptionnelle. En tout cas, par rapport aux gens de leur génération. Et alors, ce maréchal Joffre, effectivement, avait, je dirais, des compétences militaires, une vision, et vous citez dans votre ouvrage un message que vous qualifiez, un de ces messages que vous qualifiez de christique. Donc, pour montrer sa vision particulière des choses, disait « Au moment où s'engage une bataille dont dépend le sort du pays, il importe de rappeler à tous que le moment n'est plus de regarder en arrière. Une troupe qui ne pourra plus avancer devra coûte que coûte garder le terrain conquis et se faire tuer sur place plutôt que de reculer. » Donc, il fallait être un leader d'homme pour pouvoir tenir ses propos. Mais ça, je dirais, c'est la manifestation de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est le totores. C'est-à-dire où vous remportez la bataille, ou alors il ne se passe plus rien, mais alors c'est le sacrifice ultime. Voilà. Alors, on va essayer de peut-être abandonner momentanément Joffre. Alors, quand même, oui. Je voudrais rendre hommage à une association qui est à Rivesaltes et qui justement a mis en place au centre de Rivesaltes un petit musée qui est consacré à la mémoire du maréchal Joffre et à l'intérieur duquel il y a tout un tas de dons qu'on peut voir, qui ont à voir évidemment avec la Première Guerre mondiale, mais c'est pas du tout inintéressant. Et ensuite, une reconstitution de la bataille de la Marne qui a permis justement, avec les fameux taxis, de garder notre peut-être pas de faire basculer la guerre, mais enfin en tout cas de garder en place un positionnement qui permettait de sauver Paris. Parce que Joffre, c'est quand même quelqu'un qui a aussi connu, jeune, la guerre de 1870, et par conséquent qui savait qu'est-ce que c'était que d'avoir une capitale conquise. Alors nous laisserons les auditeurs approfondir tout ce qui concerne la Première Guerre mondiale. J'aime beaucoup le bilan que vous faites à l'issue de ce chapitre qui concerne donc la Première Guerre mondiale, où vous dites « Vous comprendrez mieux désormais pourquoi il y a 3 drapeaux catalans sur le territoire français. Un à la Casale Catala à Perpignan, un aux Invalides et un à l'Hôtel de Ville de Verdun. » Oui, parce que justement, ce qui est nouveau et que beaucoup de Français ne savent pas, c'est que, bien sûr, les appelés du Roussillon ont répondu, comme dans toutes les autres provinces françaises, à la mobilisation générale. Mais par contre, ce qui a été tout à fait inattendu pour Joffre, ça a été le renfort de milliers de Catalans espagnols, c'est-à-dire de l'autre côté des Pyrénées, qui se sont portés volontaires pour rejoindre l'armée française en renfort, parce que lui était catalan. Voilà. Donc il y a vraiment toujours cette idée de filiation et de communauté. Et puis il y a eu aussi beaucoup de personnes qui étaient en difficulté et qui ont pu se réfugier justement en Catalogne espagnole et qui ont été bien accueillis là-bas. Il y a eu des familles francophones en Catalogne espagnole qui ont accueilli des orphelins de guerre. Il y a eu beaucoup de collectes qui ont été faites par des artistes français qui s'étaient réfugiés donc en Catalogne espagnole et qui ont permis d'avoir justement des vêtements, de l'alimentation, de l'argent pour secourir la France qui à ce moment-là était dans la Grande Guerre. Et puis il y a eu même des padrinettes, c'est-à-dire des marraines de guerre qui étaient francophones et qui ont envoyé des lettres et des colis à nos troupes
qui étaient dans les tranchées et qui avaient besoin évidemment de soutien sur le plan moral et aussi d'un accompagnement. D'accord. Bien, merci Martine Biard. Nous allons maintenant faire la seconde pause musicale. Parole d'auteur. Philippe Gilbert. Nous avons toujours le plaisir de recevoir aujourd'hui Martine Biard pour son ouvrage « Les variations catalanes ». Nous venons d'écouter un petit extrait du Magnificat d'Antonio Vivaldi avec comme directeur des opérations Jordi Savall. Pourquoi ce choix, Martine ? Alors d'abord, parce que l'art lyrique ici à Toulouse, ça veut vraiment dire quelque chose. Enfin, en tout cas pour les Toulousains, parce que le Capitole, c'est quand même notre, je dirais, le cœur de la ville. Ensuite, parce que Jordi Savall, ça fait partie des hommes intenses catalans. Je pense que c'est quelqu'un qui s'est frotté à tous les types de musique, lui-même étant un grand musicien, mais aussi un grand chef d'orchestre. Et bon, Jordi Savall, ça parle aussi, voilà, non seulement aux mélomanes, mais en général à la communauté catalane. Et puis Jordi, c'est Saint-Georges, c'est-à-dire c'est le patron de la Catalogne. Donc les gens qui s'appellent Jordi, en général, ça fait signe. Ça fait signe, oui, c'est lourd de sens. Voilà. Avant la pause, nous étions en train de parler des 3 drapeaux catalans sur les territoires français. Et il y a eu, à l'issue de la Première Guerre mondiale, des monuments aux morts qui ont été érigés. Alors, on sait qu'il y en a seulement 2 à Barcelone, et que du côté français, alors il y en a davantage, et il y a surtout un artiste qui s'est illustré dans l'édification, dans la conception de ces monuments. Vous pouvez nous en toucher un mot ? Oui, alors c'est Mayol, évidemment, qui avait été particulièrement ébranlé par cette guerre qui devait être la der des der. Tellement on était allé loin dans l'insoutenable, et tellement elle avait laissé aussi son cortège de blessés, de mutilés. Et donc, il y avait cette idée que la Catalogne avait beaucoup contribué, avait versé son sang, à la fois du côté français, ce qui était tout à fait normal, mais aussi du côté espagnol. Donc, il a voulu rendre hommage à tous ces disparus,
ou à toutes ces familles endeuillées, orphelines. Et là, on a des choses qui vont plus loin que le simple monument aux morts. On a des espèces de monuments qui sont des visions presque, et qui nous laissent justement dans l'admiration plutôt que dans la consternation. Voilà. Et ça, c'est sur la Côte Vermeille, donc ça renvoie aussi à l'idée qu'on est, même dans les moments les plus tragiques, en capacité d'être aussi dans la beauté du monde. C'est le message qu'il faut retenir justement pour ce genre d'édifice. Alors, passons à la guerre civile. Vous dites dans votre livre que la compréhension de la guerre civile et surtout du franquisme, une fois que les événements ont été déclenchés et que la situation était irrémédiable, vous dites que cette compréhension était difficile car le franquisme finalement représentait une solution à tous les problèmes, spécialement, c'est spécialement ce qui a été dit à travers les manuels scolaires. Cette situation, comment vous l'analysez? Comment on en est arrivé là? C'est-à-dire comment on est arrivé à une situation de guerre civile et surtout comment les républicains ont été obligés de renoncer, finalement, ont été dans le renoncement. Alors, évidemment, c'est une question qui demanderait d'énormes développements, mais si vous pouvez faire passer... Ça ferait l'objet d'une autre émission. Mais faire passer le fond de votre développement concernant la guerre civile dans votre livre pour nos auditeurs. Alors, la République espagnole, je crois, a été un grand espoir dans ce pays. C'est-à-dire que vraiment, il y avait l'installation de la démocratie et en même temps, cette République espagnole, elle était très dynamique. C'est-à-dire, c'est un moment dans l'histoire où il y a une avancée considérable, par exemple, de la condition féminine. Il y a le droit de vote en Espagne bien avant celui accordé par le général de Gaulle à l'issue de la Seconde Guerre mondiale en France. Il y a aussi le souci de l'éducation, en particulier de l'instruction primaire, pour que les enfants sachent lire et écrire. L'idée aussi que les enfants ne vont plus travailler à partir de 8 ans. Et donc ça aussi, c'est un grand progrès dans les droits de l'enfant. Et puis, il y a l'idée que toutes les formes d'expression politique sont possibles. Sauf que ça va se retourner, hélas, contre la politique, parce que la politique républicaine, parce que justement, vont émerger des mouvements politiques très extrémistes, qui finiront d'ailleurs par s'autodétruire ou détruire les autres formes d'expression possibles. Que ce soit dans l'anarchisme, que ce soit surtout dans le communisme. Et par conséquent, la République va se trouver noyautée, je dirais, dans son désir même de donner la liberté d'expression à tous. Voilà. Et donc cet excès d'opposition va faire le jeu des franquistes et c'est là que tout va basculer finalement. Oui, d'autant qu'on est dans un contexte où émergent, en Italie comme en Allemagne, des forces justement autoritaires, dictatoriales, tyranniques, discriminatoires, très fortes, avec l'hitlérisme et l'Italie de Mussolini, qui vont se joindre à finalement ce mouvement franquiste, donc qui vont lui apporter des renforts. Et ces renforts vont être tellement terrifiants, tellement efficaces, que finalement, effectivement, la République espagnole va s'en trouver très fragilisée.
D'autant qu'à l'intérieur même de la République espagnole, il y a des mouvements justement indépendantistes, pas seulement catalans, mais aussi basques. Alors, Martine Viard, on est obligé de faire un petit peu court, c'est dommage, mais j'encourage les auditeurs à lire votre livre, et ils y verront effectivement qu'il y a une sorte de sabordage, finalement, par ces positions extrêmes, alors qui revient sur les épaules, je dirais, dans toutes les parties de l'Espagne. Mais c'est le deuxième élément après la Première Guerre mondiale, qui montre la manière dont a été forgée finalement cette mentalité catalane par l'histoire relativement récente. Alors ce que je veux absolument qu'on prenne un petit moment pour que vous nous positionnez et vous nous expliquiez l'importance de la sardane dans l'âme catalane. Alors d'abord, la sardane, ça a des origines grecques, si j'ai bien compris. Oui, ça a à voir avec les rituels autour de Bacchus. Et donc, forcément, à la fois, le fait que les Grecs aient eu des comptoirs en Catalogne, en particulier Tarragone, par exemple. Bon, le fait aussi qu'il y ait du fer en Catalogne. Et pendant longtemps, au Moyen-Âge, le fer était plus important encore que l'or, parce que c'était avec le fer qu'on faisait les armes. Le fait qu'il y ait ces rituels-là autour de Bacchus qui faisaient qu'on avait ces formes d'expression chorégraphiques, finalement, qui donnent ce cercle magique, ce cercle qui réunit là aussi toutes les conditions de la société. Parce qu'on s'aperçoit que même au palais des rois de Majorque, le roi et la reine descendaient les escaliers et venaient se joindre au cercle. Et le cercle était constitué de tous les Catalans présents, c'est-à-dire aussi bien le chaudronnier que le menuisier, que la vendangeuse, voilà. C'est ça aussi, c'est vraiment un cercle de rencontres qui est complètement démocratique. Voilà, tout le monde est concerné. Alors, origine grecque, le fait que tout le monde soit concerné, et vous qualifiez la sardane d'âme sonore de la Catalogne. Oui, parce qu'il y a des orchestres très spécifiques, avec des instruments aussi très spécifiques, et évidemment, tout ça fait que il y a comme un chant du rossignol pour commencer, et puis après tout le monde se rassemble. Voilà. Alors pour nos auditeurs, l'ensemble composé de 11 à 13 musiciens dans la Sardaigne, c'est la cobla, et il y a plusieurs instruments, il y en a 4, qui sont la prima, le flabiol, le ténor et le tambourin. Moi j'ai bien aimé ces noms qui sont très, très sonnants et qui évoquent beaucoup de choses. Et alors pour qualifier cette Sardaigne, vous dites c'est l'âme sonore de la Catalogne, et vous précisez les choses en disant c'est une sorte d'anneau mystique ou d'œil de géant. Pourquoi ? Alors l'anneau mystique, je pense que ça a à voir avec l'alliance, quoi. C'est-à-dire qu'au-delà de la communauté, il y a aussi cette espèce d'alliance de toutes les autres communautés, même quand elles ne sont pas installées en Catalogne à proprement parler. Parce qu'on peut danser la sardane aussi en Sicile, on peut danser la sardane dans tous les endroits du monde où il y a cette fameuse diaspora catalane. Donc cette sardane, effectivement, elle fait alliance. Bon, et puis après, l'œil, ça a à voir avec, je crois, la vision aussi de Dali, quand il est arrivé à la gare de Perpignan et qu'il a dit que c'était là que justement il y avait le centre du monde. En tout cas, que c'était là qu'il y avait une conjonction tellurique ou astrale qui faisait qu'il avait les meilleures idées quand il arrivait là. Voilà. Donc nous avons bouclé rapidement le sujet sur la Sardaigne. Je rajouterai pour nos auditeurs effectivement aussi que au niveau du patrimoine culturel en Catalogne, il aurait fallu parler de manière plus approfondie de la Saint-Georges et de la Saint-Jean. Et j'ai appris en lisant votre livre que le 23 avril, jour de
de la Saint-Jean, c'était aussi la journée mondiale du livre, parce qu'il y avait Saint-Georges. Saint-Georges, pardon, oui. Saint-Jordi. Saint-Jordi, parce que justement, il y avait une coutume qui revient toujours pareil à la coutume médiévale, qui a à voir, on n'est pas très éloigné des cours d'amour d'ici, de Toulouse, enfin de l'amour courtois. Il y a cette idée toujours, finalement, peut-être d'une certaine sacralisation de la femme, et qui passe aussi par cette espèce d'amour pour la Sainte Vierge aussi, cette mystique. Et ça a à voir avec l'idée que la femme, c'est pas seulement finalement la mère ou même l'épouse, c'est aussi la féminité incarnée. Et donc cette femme, elle est amenée à même offrir la possibilité d'entrer dans une civilisation, la possibilité d'entrer aussi dans une culture. Il y a l'idée d'une rédemption là par la femme de la civilisation. Et donc, à la Saint-Jordi, eh bien, contrairement à d'autres endroits dans le monde, eh bien, il y avait cette idée que c'était la femme qui offrait le livre. Voilà. Qui offrait le livre, et puis elle avait en retour une rose. Eh bien, très belle conclusion à l'issue de cette émission. Martine Vuillard, je vous remercie beaucoup de votre visite à Radio Présence. Je rappelle aux auditeurs que nous avons parlé du livre Variations catalanes, paru chez Edilivre, c'est cette année. En 2022. Ou c'est en 2022, pardon. Je voudrais préciser à nos auditeurs que dorénavant, ils peuvent réagir à cette émission et à toutes les autres d'ailleurs, parce que ils trouveront sur le site de Radio Présence un accès qui leur permettra de leur donner leur avis et pour lesquels nous ferons un devoir de leur répondre. Et autre innovation, toutes nos émissions sont maintenant disponibles sur toutes les plateformes de podcast, allant de Apple en passant par Google, Spotify, etc., etc. Et enfin, dernière information, toutes les semaines, donc, Parole d'auteur, diffusée le mercredi à 10h, suivie d'une première rediffusion le vendredi à 19h et d'une seconde rediffusion le samedi à 17h. Martine Vuillard, merci encore et au revoir à nos auditeurs. Merci Philippe Gilbert de m'avoir reçu ici à Toulouse. C'est toujours un bonheur d'y revenir. Merci à toute l'équipe aussi. Et puis merci à nos auditeurs pour leur attention et puis peut-être leur suivi aussi. Le livre se trouve en commande dans toutes les librairies, aussi bien aussi dans la grande distribution comme la Fnac ou Cultura, ou sur bien sûr le site des livres qui est l'éditeur de ce livre. Voilà. Je vous remercie en tout cas tous et puis à une prochaine fois.